Donc sur Marais, à la fin de l'année, quand on a... moi j'ai passé le bac, j'ai donc été reçu au baccalauréat, et Nédoïch a dit, bon, il faut qu'on aille sur Marais pour faire une campagne d'information dans toute la chefferie de Guama, les 12-13 tribus. Il faut que nous allions là-bas pour faire donc une bonne campagne d'information, pour expliquer ce que défendent les foulards rouges. Vous voyez, parce que les foulards rouges sont partis avec un idéal, d'abord pour dire halte au système colonial. C'était ça, hein, halte au système colonial, revendication d'une identité kanak. C'est très important pour nous, et il fallait que les vieux comprennent ça. Et c'est pour ça donc qu'on est allé à Marais. Naïsline m'avait, enfin Doi m'avait dit, bon, si tu veux, tu restes à Nétché. Ma sœur va te donner une voiture pour que nous puissions nous faire des tournées plus facilement avant les moments de rencontre. Mais il faut qu'on aille dans les tribus pour expliquer aux gens, et puis après, chaque tribu s'organise pour nous recevoir. Et alors, donc, je suis resté à côté. J'ai une sœur qui s'est mariée là-bas à Nétché. À Sailor, chez mon beau-frère Davel. Et donc, on a commencé là. On a commencé à mener tranquillement la journée. À 8h, 9h, on partait en croisade quelque part dans tout le district. Depuis Nétché, Mébouette à l'autre bout, Padao, Tour en haut, et puis tout le long jusqu'à Menakou, limite, voilà. Et c'était bien parce que les gens étaient avides d'informations, voulaient savoir exactement, et puis voulaient en même temps connaître le grand chef. Lui, il est... Oui, il était tout jeune, il est parti, il a fait des études en métropole depuis 62 ou 63, et donc on l'a pas vu grandir, hein. Et là il revient tout beau avec des idées révolutionnaires, et donc on était à la fois attiré par le personnage et quelque part aussi curieux des idées qu'il voulait développer, parce que identité kanak, c'est quoi? Ben, c'est pas faire comme les autres. Il y a une anecdote qui m'avait beaucoup amusé, et d'ailleurs que je retrouve actuellement dans les publicités de tout ce qui concerne le brossage des dents. À l'époque, quand on était à Nétché, il disait à sa maman, on va aller chercher du charbon, et d'écraser le charbon de bois. Pourquoi faire? Ben, c'est pour se brosser les dents avec. Et c'était déjà il y a 50 ans, alors que maintenant on est en train de lancer justement du dentifrice au charbon, du charbon noir, hein. Et c'est parfait, c'est quelqu'un qui avait quand même, il dit il faut refuser le dentifrice, presque à la limite refuser la production par Colgate et tout ça, et chercher d'autres artifices. C'est une anecdote, mais c'est pour dire que déjà là il se mettait contre toute consommation des produits occidentaux. Voilà, donc c'est bien. Et pour les tournées, pour les visites dans les tribus, c'était vraiment une grande fête, hein. On tuait le cochon. On arrivait le matin, ça y est, les femmes se mettaient à faire la cuisine. Je dis les femmes parce que c'est là-bas la spécialité de la cuisine, ce sont nos femmes de Marais. Et nous, on préparait la réunion. Et à un moment donné, bon, après le repas, on se mettait à faire des réunions. C'était en principe lui tout seul qui parlait. Et nous, on écoutait, on n'était pas non plus très branchés encore sur des idées révolutionnaires qu'il développait, mais quand même, on était là, on l'accompagnait, on chantait également, voilà. Ça faisait partie du rituel. À chaque fois qu'on faisait quelque chose, on chantait. Alors on chantait des tapéras, mais il y a un chant qui revenait souvent. C'est le chant qui relate la vigne de Naboth. Naboth avait une vigne, et le roi Akab, dans la Bible, en Samarie, voulait donc récupérer la vigne de Naboth. Et Naboth a toujours refusé.
Il ne veut pas du tout que céder sa vigne, parce que même si elle est à côté du territoire, du domaine du roi Akab, il n'a pas voulu. En fait, par un jeu comment dire, de trahison, la femme d'Akab, Jézabel, a fini par tuer Naboth pour récupérer la terre. Mais nous, notre revendication partait de là. Rawagu tu rawaguko. C'est ce qui est dit dans la chanson. La terre sera toujours ma terre. Parce que Doyi, quand il a parlé de l'identité kanak, en même temps il dit qu'il n'y a pas d'identité sans terre. Nous avons nos terres et c'est nos terres qui justifient notre propre identité. Et donc quelque part il dénonçait ce que jadis Ataï avait déjà dénoncé. En 1878, a dénoncé la spoliation foncière, le vol carrément des terres, les concessions gratuites accordées aux libérés du bagne. Hein, c'était insupportable pour Ataï à l'époque. Et lui, il a donc revendiqué déjà les terres pour nous. Ce sont des terres de culture, pas seulement. Ce sont des terres où reposent nos vieux, où reposent nos morts. Et pour nous, c'est ça, c'est un élément de notre identité. Il y a bien sûr la terre, il y a les ancêtres qui dorment là, il y a nos morts, il y a les esprits, bien sûr, c'est le haut, et puis il y a tout ce qui concerne les parents, la branche paternelle et la branche utérine. Ça, c'est les 4 points de notre identité à nous. Voilà ce que disait Doyi à l'époque, et nous on a tout très bien suivi, et nos tournées se déroulent toujours de cette façon-là. On arrivait, on fait la coutume, on chante, on expliquait pourquoi on fait ça, on mange, et après il y a des discussions libres et tout ça. Et il y a des moments également où lui, il nous disait de se regrouper à Lio. À Lio, c'est un endroit central, au milieu de marais, entre Tadine et La Roche. Et là-bas, il y a des terrains où on faisait des cultures. On cultivait l'igname. Là, c'était au mois de décembre, janvier, on plantait plus l'igname, mais on travaillait plutôt la terre pour les wael, pour d'autres variétés d'igname, ou d'autres espèces plutôt que variétés, d'autres espèces d'igname, et en même temps, on travaillait d'autres plantations, quoi. Voilà. C'était vraiment un moment important de ma vie de jeune garçon. Puisque après ça, je suis revenu sur Nouméa au mois de mars, histoire de préparer la rentrée universitaire en métropole. Mais pendant les vacances décembre, janvier, février, c'était vraiment des temps d'appropriation de la culture à kanak, à Marais. Je reviens sur la prise de conscience de l'importance de la terre. Ça a été repris aussi d'après le groupe 118 concernant les revendications des terres après. Oui. C'était ça. Oui, mais déjà, si tu veux, après la création des Foulards Rouges en 69-70, Doyi et moi, nous sommes repartis en métropole. Et lui m'a accompagné en métropole au mois d'août, jusqu'à me laisser à Montpellier. Il m'a emmené jusqu'à Montpellier pour que je puisse faire mes inscriptions, confirmer mon inscription à la fac des sciences et en même temps trouver un petit logement. Mais ici, sur place, les Foulards Rouges ont mûri. Hein, ils se sont peut-être chaque île ou chaque pays, on va dire comme ça, chaque ère coutumière a repris le flambeau des Foulards Rouges, si bien qu'à Nengondé, il y a eu la création du groupe Wayagi, avec Papimé, tout ça, qui nous a quittés. Wayagi, Atsai, Titihuadji à Diffou, Atsai à Ouvéa, et puis groupe 78 sur la Grande Terre. Alors c'est vrai que sur le plan foncier, le groupe 78 s'est beaucoup mis en avant dans la mesure où la spoliation foncière était exclusivement sur la Grande Terre.
Aux îles, toutes les terres étaient des réserves kanak. Hein. Il y a quelques petits endroits comme ça où on a accaparé ça pour en faire des petits domaines de l'État. On a créé une petite prison, par exemple, sur le côté de Tadine. Ça, c'est des petits endroits où on a mobilisé des petits parcelles, quelques hectares pour ça, mais la vraie spoliation foncière a eu lieu sur la Grande Terre. Et c'est bien normal que le groupe 78 a pris en avant cette lutte pour dénoncer encore et encore la spoliation foncière. Malgré la réforme foncière qui date de 1976, après le plan d'Ijou, 1976, on n'a pas arrêté de revendiquer la terre.